Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vendredi dans la parenthèse, dernier numéro de cette semaine. Un peu de tout ce matin pour lancer votre week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 9 heures et toutes les équipes techniques et rédactionnelles, les chroniqueurs sont tous mobilisés donc pour vous faire passer de bons moments dans la parenthèse de ce jour. Donc un menu assez varié comme d'habitude pour agrémenter votre début de matinée. Et on démarre comme toujours avec de l'humour, aujourd'hui une bonne dose d'humour pour vous permettre bien entendu de quitter votre lit pour aller au service, et nous retrouvons bien entendu les humoristes béninois pour l'exercice. Aïe! Frido! Docteur! Depuis quand t'as devenu docteur? Docteur de quoi? Toi, tu es en retard dans le pays. Tu n'as pas appris que j'ai ouvert société. Mais société de quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Ça vous préparez la sauce, combo ou bien? Société de correction. Tu vois, les enfants récalcitrants, les ouvriers qui ne veulent pas respecter les patrons, tout ça là, c'est moi et j'ai dans le pays actuellement. Donc on les amène ici et tu les corriges. Tu les mets sur le droit chemin. Attends, et ça c'est Ouais, quoi? petit. Ça c'est le papa parle, tu te tais. Ah ouais! Et ça c'est maman pas tu la femme. Ça c'est quoi comme ça? C'est le drone, c'est le drone. Ça là même c'est mon préféré ça. C'est le drone. C'est quoi ça là? C'est mon sur les joints. Efficace. Docteur Pesos. Oui. On va récupérer le sauvage là-bas là. Ok. Ah, tu as même des apprentis aussi. Il a même, c'est la moitié ça. Et comment il est? Qui est sauvage? C'est des joueurs qui sont sauvages d'ailleurs. Là ça là-bas. C'est quoi ça là? Mais attends, je n'ai pas compris. Tu es parti de rien et tu joues au lendemain, tu ouvres société. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu n'as pas les bons circuits dans le pays, c'est comme ça on se perd comme toi. Tu as perdu ta vie, n'avance pas, tu es là. Et moi j'ai cotisé pendant un certain temps à BGFI Bank. Viens ici! Viens ici! Docteur, Il avait quoi? cette fois-ci c'est le moteur d'un client qu'il a encore volé. Docteur Pesos. Oui. Oh, Viens. Et toi, un apprenti voleur. ça sent le caca pour toi. Docteur Pesos, à tout à l'heure. Regarde dedans. Allez, Merci beaucoup, docteur. À la prochaine. vas-y. Docteur Pesos, Oui. un peu plus de force. Ok. C'est ça, oh. C'est ça. Ouais. Le pays, mais nous sommes comme ça. Oui, donc tu disais que... Oui, BGFI Bank. J'ai cotisé pendant un certain temps. Après seulement, ils m'ont donné le double de ce que j'ai cotisé. Et c'est avec l'argent là que tu as open tous. J'ai dit que... J'avais commencé neuf. Ah ça c'est cash! C'est Gucci hein. Mais après, c'est bien comme projet. Tu sais ce que je vais faire? Moi je regarde BGFI. Je cotise là-bas durant un certain nombre de temps. Tu vois? Et on m'offre le double. C'est bien ça non? C'est ça. Qui est à côté ici? On va les dégager. On les dégage de là! Et moi j'ouvre un stand là-bas pour laver les gens qui ne se lavent pas. C'est un Quand bon même, projet. tu es dans la vie, les gens C'est sentent. c'est un bon projet. Tu vois non? Oui. Donc tu termines de les gérer ici, tu amènes là-bas, on les lave simplement. Et on dépose. Tonton, pas de quoi? Tonton. C'est quoi ça? C'est un vrai récalcitrant. Ah, tonton. Lui là. Non, c'est Yima. Pardon. Docteur Pesos. Oui. On a un client de valeur. Ah non. Tonton, je vais changer. Non. Tonton, je vais changer. Voilà. Jesus, you love me too much. Oh. Non. C'est un cas d'extrême urgence. Tu prends tout. Faut prendre tout. Tu prends tout. Tu prends tout. Tonton, je vais changer. Allons-y. Tonton, je vais changer. Passe, tonton. Voilà. Ici, c'est la loi. Merci, docteur. Merci, docteur. Il n'y a rien, va t'asseoir. Je vais changer. Aïe. Nadine, voici ton totem là, tu es parti, tu es revenu. 10 ans de recherche de bac. Ça fait 2 mandats présidentiels. On peut te confier notre pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait?
Tisane des chances, même on a dit, lave-toi avec. Ça a failli te noyer. Pommade de réussite, tu as passé 2 jours, ça t'a dépigmenté. Actuellement, on t'appelle la blonde au quartier. Composition de bac est finie hier. Aujourd'hui, voilà qui ça sur ta tête. On dirait caniche français. Tu es revenu, bouteille déchaînée, tu ne connais même pas son prix, tu as pété un coup. Tu dis, maman, cette année, c'est ma victoire. Ta victoire, on entend seulement, on ne voit pas. Cette année, Nadine, si tu as tenté cette année, Nadine, si tu as tenté cette année, Nadine, avant la fin de ce direct, je donnerai tous les secrets pour être des femmes d'exception. Yes, c'est une génération qui doit apprendre à dire non aux hommes. C'est ça, on même. n'est pas leurs esclaves. Voilà. Restez connectés, branchez-vous, partagez. Ton mari appelle. Allô, papa? Oh, toi-même, tu aimes trop vite te fâcher là. Je suis à genoux pour te saluer, non? Tes habits là, j'ai tout lavé déjà. Même pour ma co-épouse aussi, il faut lui dire, j'ai déjà lavé ses dessous, j'ai déposé dans sa chambre là. Non, comme je ne sais pas si tu as dormi un mois bien avec elle là. Comme c'est elle, tu préfères un peu, voilà, j'ai déposé tout dans sa chambre, tu vas, tu vois. Pourquoi? Je viens tout de suite, je finis, je vais cuisiner pour toi. Attends-moi un peu. Donc, comme je disais, c'est une génération qui doit... Rodika! Et voilà, c'était donc Frido à l'instant dans ses œuvres et nous remercions l'humoriste web béninois de nous accompagner dans la parenthèse qui démarre juste après la dose d'humour, bien entendu, avec notre rubrique santé et Olive Oussouboué qui est en plateau avec moi. Olive, bonjour. Bruno, bonjour, chers téléspectateurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver ce matin et nous allons parler de la maladie hémorroïdaire. Il faut tout d'abord comprendre que tout le monde, nous avons tous des hémorroïdes puisque le thème désigne les veines au niveau du rectum et de l'anus. Qu'est-ce qui peut occasionner la maladie hémorroïdaire et comment la traiter? Nous allons comprendre tout ceci avec notre invité sur le plateau, l'hépato-gastro-entérologue Martin Sopo. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Alors, bonjour docteur. Bonjour monsieur Bruno. Nous allons commencer par définir ce que c'est que la maladie hémorroïdaire. Je salue les téléspectateurs. Je tiens à faire une nuance. Oui, allez-y. Alors, les hémorroïdes, il faut dire que tout le monde a les hémorroïdes. Tous les individus, depuis la naissance, ont les hémorroïdes. Parce qu'effectivement, les hémorroïdes, c'est ce réseau vasculaire qui permet de nourrir, au plan veineux, cette partie de notre corps, qui constitue le canal anal et le rectum. Donc, autant que nous sommes, nous avons tous des hémorroïdes. Mais nous ne faisons pas tous la maladie hémorroïdaire. Voilà. Donc, on veut parler ce matin de la maladie hémorroïdaire. Et la maladie hémorroïdaire, c'est une dilatation au niveau de ces veines. Et ceci va entraîner des symptômes. Et c'est de ça qu'on veut parler. Alors, nous avons les hémorroïdes internes et les hémorroïdes, la maladie. Quand on parle de la maladie, les hémorroïdes externes. Quelle est la forme la plus grave? Bon, au fait, il faut faire la différence entre les deux types d'hémorroïdes. Il faut dire qu'au niveau de cette partie de notre corps, il y a des éléments. Il y a ce qu'on voit là entre les fesses, ce qu'on appelle la marge anale. Mais avant d'aller dans le rectum, là où les selles sont stockées, il y a ce qu'on appelle le canal anal. Donc, il y a une ligne de démarcation entre les deux zones, qu'on appelle la ligne pectinée. Donc, quand les hémorroïdes vont se retrouver en dessous de cette ligne, elle va être externe. Quand ça va être au-dessus de cette ligne, ça va être interne. Donc, les deux, les manifestations cliniques ne sont pas les mêmes. Ils sont différents sur le plan clinique et ils sont aussi différents sur le plan de la prise en charge du traitement. Nous allons aborder. Et donc, pour dire l'un est plus grave que l'autre, je ne dirais pas parce que dans les symptômes, on va voir que ce soit externe, il y a des situations ou des signes devant lesquels il faut vite agir. Et que ce soit interne également, il y a des signes devant lesquels il faut vite agir. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent occasionner une maladie hémorroïdaire? Alors, il faut dire que la maladie hémorroïdaire, il n'y a pas de cause connue, de façon générale. Il n'y a pas une cause identifiée qui génère la maladie, mais
il y a des prédispositions par rapport à certaines circonstances de la vie. Comme ça, quoi, on par appelle exemple? les facteurs. Notamment, vous êtes une femme, Madame Olive, je vais commencer par vous. C'est surtout chez la femme. Pendant la grossesse et le travail d'accouchement. Ok. C'est une joie de vouloir donner vie à un bébé, mais c'est un peu difficile de s'en sortir avec une maladie hémorroïdaire parce que le travail d'accouchement, ça génère des poussées abdominaux et tout. Et en ce moment, au décours de l'accouchement, la femme s'en sort avec des hémorroïdes. Alors, donc, ça, c'est vraiment prouvé, c'est documenté. En dehors de cette circonstance par rapport à la femme, il y a certaines professions qui exposent à la maladie. Lesquelles, Notamment par exemple les cyclistes, les chauffeurs. Donc, le fait de rester de façon générale, les professions où on est amené à rester trop longtemps assis. Donc, même nous les médecins. Donc, vous voyez, on fait des heures de consultation. Et tout. Donc, ces professions exposent à la maladie. Et il y a des facteurs génétiques. Le fait d'avoir un parent qui souffre de ça, ça vous expose également à la maladie. En dehors de ça, le fait d'être sédentaire, de ne pas être beaucoup trop actif, ça vous expose à la maladie. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui sont incriminés, mais qui ne sont pas très documentés, notamment certaines habitudes alimentaires, comme la prise d'alcool, la prise de tabac, et les épices également, et les repas riches en graisse, mais ce n'est pas documenté. Alors, voilà ce que je peux dire. Alors parlons précisément de la femme enceinte. Il y a certaines femmes qui développent, qui font la crise à quelques jours de la fin de la grossesse, je le dis comme ça, part sur la table d'accouchement, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure. Mais quand elles sont à terme. Quand elles sont à terme, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Dans les facteurs, il y a aussi un élément que je n'ai pas précisé, et ça se conçoit dans ce contexte-là, parce que vous savez, quand l'utérus augmente de taille, il y a des organes de voisinage, il y a la vessie, il y a les intestins notamment, donc ça comprime le tube digestif, et donc la femme enceinte a du mal à faire les selles. Donc la constipation, ça va générer dans ce contexte une difficulté à l'exonération, donc le fait d'aller passer des heures dans les toilettes ou cette constipation, des difficultés à faire les selles, c'est ça qui va générer la maladie hémorroïdaire dans ce contexte. Et on est obligé de prendre ça en charge avant que la femme n'accouche, avant le jour de l'accouchement. On prend en charge. Alors, quels sont les symptômes de la maladie, qu'elle soit interne ou externe, comment est-ce que ça se manifeste? Alors, j'ai défini les deux et j'ai dit qu'ils sont différents sur le plan clinique. Les manifestations, je vais commencer par les hémorroïdes externes, parce que ça, c'est visible. Ça, vous le voyez, le sujet le voit et même le médecin. Il suffit juste de regarder cette partie-là, la marge anale, et on a l'impression qu'il y a une boule. On a l'impression qu'il y a une boule qui fait pas mal. Mais là, moi, je l'appelle un signe chronique, ce que nous on appelle dans notre jargon les marisques. Donc, j'ai encore un reliquat de peau qui est là, qui rend un peu vilain cette partie-là. Ça nous fait pas mal. Mais le deuxième symptôme dans ce contexte, là, c'est une boule, mais qui cette fois-ci, ça fait très très mal. Vous ne pouvez pas vous asseoir. Et là, c'est urgent. Vous voyez les sujets, quand ils sont assis d'un côté sur une fesse, on va dire, on a du mal à s'asseoir. Parce que il y a du sang qui est dedans, qui est coagulé dedans. Et ça fait très très mal. Et là, c'est une urgence, il faut vite aller ouvrir et vider le caillot de sang. Qui est là. Donc là, c'est pour ça que je disais tantôt, ça c'est un signe grave où il faut vite agir concernant l'externe. Maintenant, concernant l'hémorroïde interne, là, c'est les saignements. Le sujet a du sang rouge vif. Qui sort. C'est du sang rutilant, rouge vif, qui sort, qui accompagne les selles, ou bien tout juste après les selles. Et là aussi, c'est une urgence, il faut vite agir. En dehors de ça, pour l'interne, il n'y a que l'hémorroïde interne. Maintenant, ça va se prolaber, ça va sortir dehors. Sur plusieurs étapes. Ça peut sortir dehors et rentrer d'elle-même. Ça peut sortir dehors. Sans traitement. Oui, oui. Et le malade le fait rentrer avec ses doigts, ou ça sort et il ne peut plus le faire rentrer.
avec les doigts. Alors, et quand ça se passe comme ça, je ne voudrais pas devancer les faits. Comment est-ce que ça se passe? Quand ça ne peut plus retourner, il faut une intervention chirurgicale? Là, il faut venir à l'hôpital. Généralement, quand ça vient, nous, on parle de prolapsus hémorroïdaire stade 4. Là, c'est la chirurgie, effectivement, qui règle le problème. Oui. Alors, quand l'hémorroïde est mal traité ou non traité, que ce soit pour la femme enceinte ou pour tout individu, et quelles sont les complications que cela pourrait engendrer? Oui, les complications par rapport aux hémorroïdes externes, c'est notamment la thrombose hémorroïdaire. La thrombose, je vous ai dit, ça fait très mal, donc c'est urgent, il faut aller lever l'obstacle. Par rapport à l'interne, c'est les saignements. C'est les hémorragies, la rétroragie, on l'appelle, donc émission du sang rouge par l'anus. Donc il faut vraiment courir, qui peut amener à des anémies. On a eu des malades qui sont allés au-delà de 3 grammes d'hémoglobine. Là, ça devient vraiment urgent. Quand le sang, oui, quand la il quantité perd assez de sang. C'est vraiment les complications. Il faut dire que l'hémorroïde ne se cancérise pas. Alors, pas de risque d'évolution vers le cancer. Alors, vous l'aviez dit, lorsque la boule apparaît, dans certains cas, le sujet aussi a la possibilité de retourner la boule à sa place. À quel moment précisément quelqu'un qui a la maladie hémorroïdaire doit consulter un médecin? Alors, il faut dire que la maladie hémorroïdaire aussi a une proportion dans les cas, c'est sans symptômes, surtout l'hémorroïde interne. Parce que le sujet les vaisseaux sont dilatés, il n'a pas de saignement, ça ne se prolonge pas, ça ne l'inquiète pas. Et donc déjà, si vous avez des difficultés à aller aux toilettes, il faut consulter un médecin pour un examen proctologique, on appelle, on examine cette partie-là pour voir quelles pourraient être les causes. Parce qu'à force de passer des heures dans les toilettes, ça va vous exposer à la maladie hémorroïdaire. Et donc, si vous avez des difficultés pour faire les selles et tout, il faut venir. Je ne vais pas dire attendre que ça commence par sortir et que ça rentre, ou bien qu'il y ait du saignement. Là, ça devient plus urgent. Alors, vous l'aviez déjà dit, il y a des facteurs héréditaires qui pourraient occasionner la maladie. Et comment est-ce que ça se traite? Est-ce que c'est vous, en tant qu'hépatogastro, qui prennent en charge les patients souffrant, ou il y a d'autres spécialistes qui interviennent dans le traitement, et comment se fait le traitement? Il faut dire que cette maladie, normalement, c'est nous qui le prenons en charge parce qu'on est hépatogastro-entérologue, proctologue. Okay. Proctologue pour dire les maladies de cette partie-là. Voilà, c'est notre domaine. Et comment est-ce que nous, on s'occupe du tube digestif et la partie terminale, c'est bien cette partie. Et donc, il y a des traitements médicaux. Et ça dépend de quel type d'hémorroïde. Si c'est l'externe, quand il s'agit de la thrombose, il faut juste aller faire une incision et évacuer le caillot. Ça, c'est réglé pour l'externe. Si c'est interne, là, en fonction du stade, il y a des traitements qui sont proposés. Il y a un traitement médical, généralement, qu'on propose pour diminuer la pression dans ces vaisseaux-là. Et si le sujet a mal, on donne des médicaments pour lutter contre la douleur. Mais en dehors de ça, en fonction du stade, on peut amener à faire ce qu'on appelle des traitements instrumentaux. Je ne vais pas faire le détail de ces traitements-là, mais c'est des traitements où, bon, généralement, soit on injecte des produits pour pouvoir scléroser la veine, ou bien on prend des élastiques, on va ligaturer ces hémorroïdes-là. Et si on échoue à ces étapes, au stade 4-là, on va recourir à la chirurgie. Alors, en cas de chirurgie, est-ce possible de refaire la maladie, ou en cas de chirurgie, parce que on a parlé de veine, je pense intérieurement, quand on a évacué par la chirurgie, est-ce que du coup la personne a de veine encore à cet endroit? Bien sûr, on a la possibilité de refaire la maladie si éventuellement on mange mal, on se remet dans des circonstances, voilà, ces veines. On ne peut pas enlever les veines qui nourrissent cette partie. Donc, on enlève ceux qui sont gonflés, mais il en reste d'autres, donc ça peut revenir. Alors, docteur, le temps pour le patient d'aller à l'hôpital, est-ce qu'il y a des mesures ou des choses que le sujet malade lui-même peut faire rapidement pour prévenir, pour calmer un peu la douleur avant éventuellement de se rendre à l'hôpital? Ou bien lorsque la crise intervienne, il faut nécessairement se rendre à l'hôpital?
Oui, je pense que si vous avez mal à l'anus, il faut vraiment se rendre à l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas que les hémorroïdes qui font mal là. Il y a d'autres affections qui pourront donner Parce que des souvent, douleurs. quand on a des difficultés pour aller à la selle, on nous conseille souvent de prendre la papaye pour pouvoir évacuer facilement, pour pouvoir se satisfaire Oui, très pour rapidement. faire facilement les selles. Les selles. Oui, c'est vrai que une alimentation riche en fruits, légumes et fibres, ça facilite le transit. Mais si vous avez mal à l'anus, vous avez des difficultés à faire les selles. Parce que si vous avez mal à l'anus, c'est vrai, l'hémorroïde aiguë, thrombosée, peut faire mal. Mais il y a d'autres pathologies. Il y a les abcès de la marge anale. Il y a la fissure anale. On oublie où le sujet a peur d'aller faire les selles. Donc, il faut venir pour qu'on regarde, pour dire, c'est effectivement les hémorroïdes. Parce qu'on accuse à tort les hémorroïdes. Tout le monde dit, bon, oui, j'ai des hémorroïdes. On les entend le dire facilement, alors que quand on examine, c'est peut-être autre chose, ou c'est peut-être le cancer du rectum. On en a vu des malades qui sont suivis dans des centres qui ont fait des mois de suivi, et ils ont dit hémorroïdes. Ben, à la consultation, avec le doigt que Dieu nous a donné gratuitement, un toucher, on tombe sur une masse. Alors là, c'est plus compliqué. J'ai 2 à 3 cas comme ça et j'étais vraiment scandalisé de voir ça. Que les collègues n'ont pas pu mettre le doigt alors qu'ils pouvaient venir plus tôt. On aurait pu faire vraiment assez de choses. Donc, il n'y a pas que les hémorroïdes qui concernent cette partie. Ça peut être un cancer qui est plus grave. Et ça peut être l'abcès, ça peut être la fissure de la marge anale. Alors, parlons justement des femmes enceintes pour retourner un peu en arrière. Lorsque c'est sur la table d'accouchement que l'hémorroïde sort, l'hémorroïde externe intervient, et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le gynéco ou la sage-femme vous fait appel dans ce cas? Non, généralement, vous imaginez, quand le bébé veut sortir, il n'y a rien qui fait attendre. Et donc, la première urgence, c'est de pouvoir finir avec le bébé. Et après, on va s'occuper d'autant plus que ça fait mal, la femme ne pourra pas pousser correctement pour pouvoir faire sortir le bébé. C'est justement la raison pour laquelle... Je comprends votre préoccupation, mais il faut dire, j'ai été jamais interpellé pour régler les hémorroïdes chez une femme enceinte. Quel que soit le stade de ces hémorroïdes, la première urgence, c'est de faire finir l'accouchement, dégager le bébé, et faire la délivrance, et après, on peut s'occuper secondairement des hémorroïdes. Parce que quand un bébé est déjà là, vous imaginez... L'urgence, c'est de sortir le bébé. L'urgence, c'est d'aller vite sortir le bébé et de faire délivrer la femme. Et après, on va s'occuper des autres problèmes. Si éventuellement, il y a des déchirures, tout ce que ça peut avoir pendant l'accouchement. Alors, docteur, quel conseil vous avez à donner aux téléspectateurs pour prévenir la maladie hémorroïdaire? Alors, les conseils, c'est déjà d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, il faut, comme dans plusieurs cas. Voilà, c'est une bonne hygiène de vie. Il faut lutter contre la sédentarité. Il faut avoir une activité physique régulière. D'accord? Il faut manger assez de fruits, assez de légumes. Il y a des repas qui ont la propriété de rendre les selles un peu plus difficiles, notamment les pâtes alimentaires et autres. Si on doit le prendre avec une bonne sauce légumes, l'alcool, le tabac, c'est pas documenté, mais il ne faut pas être trop accro à ces choses-là. Et quand on passe des heures dans les toilettes, il faut venir à l'hôpital. Il y a souvent, on pense que les toilettes modernes là qu'on a chez nous, c'est pas très indiqué pour avoir une bonne angulation de cette zone-là. Et donc, si vous avez, pour des gens qui ont des difficultés à faire les selles, c'est toujours mieux de mettre un tabouret, de mettre ses pieds dessus, pour rester un peu genre accroupi. Pour pouvoir avoir les selles, ou les toilettes à l'ancienne, à la tuque, où on fait les selles, parfois l'eau remonte, là, c'est plus indiqué. Parce que c'est pas conseillé d'aller se mettre accroupi sur nos toilettes modernes, vous risquez de tomber. De tomber. Voilà. Et donc, il faut boire aussi suffisamment d'eau. Et généralement, et si on est dans des professions où on doit être trop longtemps assis, bon, il faut s'arranger pour se lever de temps à autre. Comme ça, on pourra prévenir la maladie hémorroïdaire. Alors, merci, docteur Bruno. Et avoir une bonne hygiène de vie, pratiquer une activité sportive, manger sain, ce sont des thèmes qui reviennent assez souvent
Donc, docteur, merci pour tous ces conseils. C'est moi, je vous remercie, madame. Moi, je suis intéressé par le cancer du rectum. Je pense qu'il faut qu'on revienne dessus à la suite des hémorroïdes pour permettre aux téléspectateurs de faire la différence. Eux-mêmes, voilà, la différence entre les hémorroïdes, les signes de l'hémorroïde et le cancer du rectum, puisque le docteur l'a expliqué. Il y en a qui, sur une longue période, pensent qu'ils sont en train de faire une crise hémorroïdaire, alors que c'est un cancer. C'est un cancer. Et plus vous perdez de temps à diagnostiquer la vraie maladie, plus voilà, vous courez vers le danger mortel. Merci beaucoup à vous, Dr Martin Sopon. Je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue au CNHU Hubert Koutoukou-Maga, donc de Cotonou. Merci également à vous, Olivier Sougui. Il s'est agi ce matin des crises hémorroïdaires. On a pu comprendre tout sur les hémorroïdes internes et externes. On va poursuivre cette émission juste après santé. On va faire du sport avec Blaise Adanko qui nous propose aujourd'hui un commentaire sur les attaques placées au football. C'est parti pour Lexique Sport. L'attaque placée se fait face à une défense organisée et replacée. Afin de déséquilibrer le bloc adverse, les joueurs vont devoir conserver le ballon tout en progressant dans la défense. L'attaque placée demande donc de la maîtrise collective car elle nécessite un fond de jeu rodé et des placements réglés. Son but n'est pas uniquement de marquer, il est aussi d'user physiquement la défense. La conservation du ballon est la clé, avec l'apport permanent de solutions, ce qui permet une circulation de la balle en sécurité. L'attaque placée se joue en 3 temps. Un premier temps de préparation lente devant une défense en place. Un deuxième de remontée patiente du bloc équipe. Et un troisième avec la création d'un déséquilibre individuel ou collectif. Les situations d'attaque placée sont celles que l'on retrouve le plus souvent dans un match. Environ 85% des attaques. Pour améliorer les situations d'attaque placée d'une équipe, le travail doit insister sur les principes de jeu. Ils sont constitués de 4 éléments principaux, à savoir la conservation du ballon, le déséquilibre de la défense adverse, le désamossement de la défense et la finition. Il s'agit principalement d'augmenter les possibilités d'échange pour parler des appuis et soutiens, de mieux quadriller les zones d'attaque, d'offrir de la disponibilité permanente, de faciliter une meilleure circulation du ballon en sécurité. L'objectif est la fixation de la défense d'un côté pour jouer de l'autre grâce à des basculements passantes, transversales, passes rapides. On le voit dans la création. L'attaque placée prend du temps et repose sur une science du placement et un réglage dans les transmissions parfaitement huilé. Tout le collectif est sollicité dans ces situations, puisque le but étant de déstabiliser une défense à place, chacun doit être capable de venir apporter le surnombre. Le joueur starter sera celui qui créera l'espace, qui fera la différence en 1 contre 1 et qui fera la passe judicieuse, comme cette passe. Voilà donc retour en plateau ici. Juste après sport, on enchaîne sans transition avec les Béninois de la diaspora. Vous le savez, tous les vendredis dans la parenthèse, on prend les nouvelles des Béninois de la diaspora. Ces Béninois-là qui ont quitté le pays pour vivre à l'extérieur pour des raisons d'études, pour des raisons de travail, pour des raisons de recherche, voilà, du mieux-être parfois. Aujourd'hui, on prend la direction de la Suisse pour aller découvrir un Béninois qui y vit et il s'y épanouit pleinement et on revient juste après pour parler de ce Béninois de la diaspora. Bonjour, je m'appelle Roméo Guédou, j'ai 39 ans. Je suis franco-béninois, j'ai fait la totalité de mon enfance et de mon adolescence en France et je suis arrivé en Suisse depuis maintenant une 15aine d'années. Alors je suis issu d'une formation supérieure en finance, en gestion d'entreprise et en audit et j'ai travaillé pour un certain nombre de grands groupes tels que British Telecom, General Electric et tout dernièrement Nestlé. Alors mon intégration en Suisse s'est plutôt bien passée. Bon, j'avoue que j'étais assez pris par mes activités professionnelles. C'était un challenge assez important qui m'avait été proposé.
Donc voilà, j'avais pas énormément de temps pour la vie sociale, mais voilà, quelques mois après, on va dire au bout de 6 mois, j'ai commencé un peu plus à me faire une vie sociale, hein, tout simplement, et à découvrir et le pays et les habitants de la Suisse. Il m'a fallu bien au moins 6 mois avant de rencontrer le premier Béninois, vraiment par hasard, au cours d'une soirée. Et voilà, et grâce à lui, effectivement, j'ai pu très rapidement nouer des contacts et nouer des amitiés avec la diaspora béninoise et aussi togolaise, hein, puisqu'il y a effectivement beaucoup de Togolais qui vivent en Suisse. J'ai décidé de me mettre à la cuisine. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qu'on arrive à trouver ici. Pas tout, mais on arrive à se débrouiller. Et voilà, et pour me rappeler le pays, généralement chaque dimanche, j'essaie de me faire un plat à ma femme italienne, qui également apprécie énormément ces plats africains. Et voilà. Alors en ce qui concerne la gastronomie, j'aurais du mal à choisir, parce que j'aime quasiment tout. J'ai un grand faible pour le mentin de Jean. Ça j'adore ça. C'est lourd, mais j'adore. J'aime également beaucoup la pâte noire. Et on va dire que le chichanga me manque. Hein. C'est quelque chose que j'aimerais bien trouver au bord de la route. Et ça, franchement, ça manque. Quoi. Le Bénin me manque énormément. Il me manque pour plusieurs raisons. Premièrement parce que ma famille y est. Mon père et ma mère sont retournés au Bénin depuis bien longtemps. Pour la chaleur, pour la nourriture, je vous en parlerai tout à l'heure, et tout simplement parce qu'on s'y sent chez soi. Hein, et ça, quel que soit le pays dans lequel on est, je pense qu'il est tout à fait normal que la patrie nous appelle. Ce qui me manque le plus au niveau social, c'est clairement la chaleur humaine, le côté jovial, les rires, et le côté vraiment social, hein, du Bénin et des Béninois évidemment. C'est quelque chose vraiment qui manque, hein, dans les sociétés, selon moi, dans les sociétés occidentales. Personne n'a le temps, tout le monde est occupé. C'est à peine si on a le temps de discuter avec nos voisins. Voilà, c'est quelque chose qui vraiment moi me manque énormément. Ici en Suisse en particulier, ou en Occident en général. La Suisse est un pays qui malheureusement ne dispose pas d'une grande communauté béninoise. Il y en a, hein, mais il reste rare. Cela dit, évidemment, hein, comme tous les Béninois, ce sont des personnes extrêmement agréables, cultivées, sans nous jeter des fleurs, et comme d'habitude assez discrètes. Hein. Et donc, en termes de relations, j'ai d'excellentes relations avec mes amis de la diaspora. On passe pas mal de temps déjà à manger de bons plats, et évidemment, je fais partie d'une petite association de footballeurs, et on fait du sport ensemble, et on essaye de passer du temps ensemble et de se remémorer ou de discuter un peu de l'actualité locale, mais évidemment de l'actualité au pays. Moi j'y retourne régulièrement au Bénin, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé ma société, en tout cas j'ai créé une filiale de ma société au Bénin, donc ça me donne de bonnes raisons d'y être régulièrement, plusieurs fois par an. Maintenant, est-ce que je compte m'y installer définitivement ? Je ne sais pas. C'est un choix, je pense que c'est un choix de vie, c'est un choix familial, et je me laisse le temps de répondre à cette question, mais pour l'instant, les allers-retours me vont très bien, et je ne me pose pas vraiment ce type de questions. Alors la petite subtilité, la petite anecdote avec la Suisse, c'est que le 1er août est le jour de la fête nationale en Suisse, également, de la même manière que la fête nationale au Bénin. Alors j'ai vraiment du plaisir à fêter le 1er août, hein, puisque je fais la fête ici, en faisant la fête au Bénin, et bien généralement l'ambassade du Bénin en Suisse organise un événement pour fêter cette fête nationale, et c'est l'occasion de rencontrer évidemment un certain nombre de compatriotes. Alors pour terminer, je voudrais dire que je suis fier d'être béninois.
encore plus aujourd'hui que jamais. Je suis fier du travail qui est fait par le nouveau gouvernement. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu les choses avancer aussi vite. Et nous, membres de la diaspora, on est vraiment fiers et on voit que les choses avancent. Hein. Et je vous dirais tout simplement Inachenumi, Mikudogbada, et d'abord. Et d'abord, donc bonjour, bonjour là-bas, hein, bonjour parce que on vient de découvrir Monsieur Guédou, hein, un compatriote béninois qui vit en Suisse depuis plusieurs années. Il a pu développer son business là-bas et il a étendu d'ailleurs au Bénin. Ici au Bénin. C'est déjà ça, hein, pour quelqu'un qui va à l'extérieur, qui vit à l'extérieur, quand il finit, voilà, de s'épanouir, c'est bien. Pour quelqu'un comme lui qui a une société, c'est bien de l'étendre, d'étendre une filiale au Bénin, non seulement pour donner de l'emploi à des compatriotes, mais aussi pour participer au développement du pays, étant donné que le gouvernement actuel encourage beaucoup la création d'entreprises, la création de richesses. En tout cas, il y a un environnement favorable qui est créé pour permettre aux Béninois, qu'ils soient ici ou à l'extérieur, de pouvoir s'installer et participer au développement du pays. Ah, ça c'est intéressant. Et surtout, hein, l'une des particularités ou l'un des facteurs qui font qu'il est très à l'aise là-bas, c'est que le 1er août, qui est la fête nationale ici au Bénin, la fête de l'indépendance, coïncide avec la fête nationale en Suisse. Donc, les 1er août, il se sent comme chez lui, parce qu'il y a une fête voilà, un peu similaire à ce qui se passe ici. Oui, effectivement, comme la nôtre, c'est toujours bien de savoir qu'on fait partie d'une communauté et de pouvoir célébrer ces moments importants. Moi, de la vidéo, c'est ce qui m'a beaucoup, ce qui a attiré mon attention, c'est que les dimanches, hein, chaque dimanche, le week-end, il essaie quand même de faire un mets béninois pour faire découvrir sa culture à sa famille. À sa famille italienne, qui n'est pas béninoise. Donc, la culture béninoise est transportée également de l'autre côté. Exactement, exactement. Il a dit, hein, il aime le matinjan, la pâte noire, et il a dit que cette viande-là, braisée, hein, que nos frères du Niger nous font au bord de la voie, qu'on appelle communément le tchentchenga, que cela lui manque beaucoup. En tout cas, il faut en faire aussi. Hein, il faut en faire. Donc, quand vous serez en Suisse, je pense que vous pouvez lancer ce business. Ah, du tchanga. Alors, il faut apprendre à le faire avant de ah oui, à le faire ici. Comme ça se fait déjà ici, c'est déjà ça. En tout cas, ça fait plaisir, hein, de prendre les nouvelles des Béninois de la diaspora de temps à autre. Et la parenthèse s'y à faire, hein, la parenthèse de ce vendredi qui va poursuivre. On va recevoir dans un instant Jennifer Sachivi et son invité. On va parler de l'art, on va parler de l'écriture, on va parler des lettres avec son invité. Elles sont déjà en studio avec moi. On marque une courte pause, le temps pour nous de les installer juste après. Ce sera des moments de prise de notes, donc apprêtez-vous pour faire de l'art. Annie, regarde nos étalages. Moi, je ne finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Annie, tout ça en une journée? Ma copine, pardon, dis-moi tout. Oh ma chère, tout ça, c'est grâce au microcrédit à l'AFIA. À l'AFIA. Hier, j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Et voilà. Moi aussi, je suis devenue une grande. Vous aussi, faites confiance au microcrédit à l'AFIA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple, à moins de coûts, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Microcrédit à l'AFIA,
le crédit qui vient à vous. Après ceci. La rubrique art, c'est maintenant dans la parenthèse avec Jennifer Sativi, comme je vous l'avais annoncé. Jennifer, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes en tout noir, hein? J'espère que ce n'est pas prémonitoire. Pas du tout. Et à ma grande surprise, mon invité est un peu en noir aussi quand même. Je me sens submergé de noir, donc j'ai des raisons donc vous arrivez à casser. De m'inquiéter à la base, vous en faites me pas, rassurer là. Donc, chez elle, il y a un peu d'or. Oui, quand même. D'accord, ça va. Vous allez bien? Je vais bien, Bruno, et vous-même? Ça va. Alors, on est à la porte du week-end. Vous voulez nous faire de l'art aujourd'hui? Oui, nous allons parler art et aujourd'hui nous allons parler des livres. Vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que les livres, soit on ne les aime pas, soit on est indifférent, soit on les aime avec un grand A. Parce que c'est quelque chose qui nous transporte, qui nous emmène parfois dans des univers inconnus. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment ces auteurs faisaient et nous aurons la réponse sur ce plateau avec notre invité. Écrivaine, auteure de plusieurs ouvrages. Elle est également, c'est une collègue journaliste et une aînée dans le métier. Elle a su s'illustrer dans le domaine qui est le sien, qui est l'écriture. Et celle qu'on ne présente plus, Carmen Toudonou. Bonjour. Bonjour Jennifer, bonjour Bruno. Bienvenue sur le plateau. Merci. C'est un plaisir de vous avoir par ici parce que vous écrivez tellement bien. J'ai lu un de vos ouvrages, je pense que c'était celui-là. Lorsqu'il était sorti, je pense que vous étiez passé sur 5 sur 7. Oui. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'ouvrage. J'ai lu les 10 premières pages. Ça, il faut que je dise la vérité. Et je l'ai trouvé quand même très intéressant, en tout cas pour le début. Je pense que c'est quelqu'un elle a quelque chose, oui, elle a quelque chose dans l'esprit, on va dire. Absolument. Parce que les doigts ne font que transcrire ce qui se passe dans l'esprit. Exactement. Vous le dites si bien. Et déjà, hein, vous avez plusieurs ouvrages à votre actif. Je pense qu'on doit s'approcher de la dizaine déjà. Oui. Voilà, on doit s'approcher de la dizaine. Et le premier roman, Presque une vie, en 2014. Quel a été pour vous le déclic? En fait, je peux dire que aussi loin que je m'en souviens, j'ai toujours lu. J'ai toujours aimé lire. Et c'est naturel, lorsque vous lisez des écrivains, vous avez envie de les imiter. Et donc, très tôt, j'ai eu envie aussi d'écrire. Et j'ai commencé à écrire de la poésie, d'abord des poèmes, avant de m'essayer aux nouvelles et de commencer la rédaction de mon premier roman, donc Presque une vie dont vous parlez. Et le déclencheur vraiment, c'était à l'époque un prix qui avait été lancé, le prix du président de la République. Je pense que c'était inédit et c'était la première fois que l'État allait reconnaître un écrivain. Et donc, comme j'étais très assidue à la Bibliothèque nationale à Porto-Novo à l'époque, j'ai vu l'annonce de ce prix et il y avait un délai d'1 an à peu près pour postuler. Et c'est dans ce cas que je me suis mise vraiment à la rédaction de mon roman assidûment. Bon, évidemment, heureusement ou malheureusement, je n'ai pas pu le finir. Je l'ai fini, mais pas en l'état où j'aurais voulu. Je ne le trouvais pas assez abouti pour prendre part à une telle compétition, donc je ne l'ai pas fait. Mais je peux dire que c'est le lancement de ce prix-là qui a été vraiment le déclencheur. D'accord. Et il vous a fallu combien de temps pour écrire ce roman? En gros, 10 ans quand même. 10 ans? 10 ans parce que c'était d'abord... C'est vraiment presque une vie. Hein. C'est vraiment presque une vie. D'abord, c'était une première. Et ensuite, je n'avais pas vraiment tous les outils pour bien rédiger. Et donc, étant un peu perfectionniste aussi sur les bords, je n'étais jamais satisfaite de ce que ce roman-là donnait. Donc, je l'ai réécrit quand même un certain nombre de fois. D'accord, mais après ça, hein, je crois que c'est allé très vite. Après, vous avez sorti, il y a eu un enchaînement, vous sortiez assez d'ouvrages. Est-ce qu'on peut dire qu'après 10 ans, vous vous êtes exercé et que vous avez finalement pris la main, ce qui vous permettait de les sortir très rapidement? Oui, on peut le dire comme ça. Mais disons que quand j'écrivais mon roman, parallèlement, j'écrivais aussi des nouvelles, j'écrivais de la poésie, comme je vous ai dit. Et donc, j'avais, après la parution de ce roman-là, un stock de poèmes, un stock de nouvelles aussi, que j'ai très rapidement pu publier. Et par la suite, j'ai écrit aussi d'autres ouvrages. Et voilà, c'était un peu plus naturel pour moi,
le processus d'écriture m'était plus familier et donc j'ai eu plus d'aisance à écrire. Qu'est-ce qui est le moteur, ce qui inspire les écrivains? Est-ce que ce sont des faits quotidiens? Est-ce que c'est votre vécu? Je crois que vous avez un livre qui porte votre nom, CFA. C'est pas mon nom. Bon. Non, disons que c'est un personnage qui ne me ressemble pas du tout d'ailleurs, mais qui porte le prénom de Carmen. Et les gens ont très vite fait de faire la confusion, mais ce n'est pas vraiment mon nom. Mais je pense que c'est, évidemment, comme vous le dites, l'inspiration vient de ce que nous vivons quotidiennement. Et moi, je suis partie du constat que, ayant lu beaucoup de classiques, d'abord français et ensuite d'autres pays, d'autres nationalités, j'ai constaté que les grands écrivains ne faisaient que décrire le milieu dans lequel ils vivaient, les coutumes, les mœurs auxquelles ils étaient confrontés, ainsi de suite. Donc j'ai compris qu'il faut écrire pour aussi être témoin de son temps, pour fixer son temps, pour dire comment les choses se passaient à telle ou telle époque. Moi, j'ai pu découvrir les mœurs françaises au XVIIIe siècle, au XIVe siècle, ainsi de suite, rien que par la lecture, bien avant de mettre pied en France. Et je me suis dit que l'écriture aussi, c'est un peu comme une façon de vendre son milieu ou de vendre son pays, sans être chauvin par ailleurs, mais on peut dire les choses telles qu'elles sont et montrer aussi comment les choses se passent. D'accord. Et quelle est, selon vous, l'étape ou le processus pour être un écrivain abouti? Parce que vous le dites, vous étiez beaucoup passionné de livres, mais il vous a fallu du temps. Est-ce qu'il faut une formation? Est-ce qu'il faut juste faire confiance à sa créativité? Ou comment on sait que ça y est, je suis écrivain? Oui, on est dans le domaine de l'art, comme votre rubrique s'intitule. Donc, on ne peut pas dire avec précision d'abord qu'est-ce qu'un écrivain abouti. C'est relatif. Et la reconnaissance d'un écrivain, disons que c'est tributaire de beaucoup de paramètres. Et deuxièmement, ici, sous nos cieux, malheureusement, pour être considéré comme un très grand écrivain, il ne faut pas être reconnu ici, il faut être reconnu ailleurs, à l'extérieur, malheureusement. Et c'est ça qui pose aussi le problème de l'indépendance. On en parlait tout à l'heure sur le plateau, le 1er août et tout ça. Et lorsque vous n'êtes pas reconnu, je peux dire sur la place de Paris, vous n'êtes pas un grand écrivain au Bénin. Malheureusement, on espère que ça va changer. Et donc, c'est très relatif. Mais ce que je donne comme conseil, c'est simplement qu'il faut lire. Parce que on peut avoir des formations aussi, c'est pas interdit, mais l'adage dit que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc il faut lire, il faut beaucoup lire, il faut lire beaucoup de très bons écrivains. Et puis il faut être humble aussi, pouvoir se remettre en cause, pouvoir demander l'avis d'autres personnes qui sont déjà peut-être dans le métier. C'est vrai que les écrivains n'ont pas toujours le temps. Moi, j'ai fait l'expérience avec mon premier roman. Je l'ai donné à beaucoup d'écrivains reconnus qui ne l'ont jamais lu, qui ne m'ont jamais fait un retour. Mais en fait, lorsque vous êtes passionné d'écriture et que vous écrivez un texte, s'il est bon, vous le savez. S'il n'est pas bon, vous le savez aussi. Donc, je me suis dit, si tu as eu le sentiment que ces écrivains-là doivent relire ton texte, c'est parce que toi-même, tu sais que c'est pas très bien fait. Donc, tu te remets au travail et puis tu t'inspires de ce que tu lis, mais pour te forger toi-même ton style. Donc, c'est important la lecture de mon point de vue. Après, peut-être qu'il y a des grands écrivains qui écrivent très bien sans être des lecteurs, mais je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. D'accord, donc on peut s'améliorer et changer même de style avec le temps? Oui, en fait, il faut se forger son propre style en découvrant le style des autres. D'accord. Donc, ne pas réinventer la roue. Les gens ont déjà écrit depuis des siècles et puis ils ont très bien écrit. Même rien qu'au Bénin, il y a de très bons écrivains qui ont écrit très bien. Donc, c'est bon de les lire. Après, il faut, dans le domaine de l'art, avoir quelque chose de différent qui fait que peut-être... Laisser son ressenti. Laisser son ressenti qui fait que quand on lit une phrase de Jennifer, on sait que c'est Jennifer qui l'a écrit.
Et justement, quelle est la place donc du style dans la rédaction des ouvrages comme ça? Quelle est la place du style qui, à la fin, fait votre particularité? Quand on vous lit, comme vous le disiez, on sait que ça c'est Carmen, ça c'est Jennifer, ça c'est Olive. Bon, la place du style, en fait, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui considèrent que c'est l'histoire qui est la plus importante et il y a d'autres qui considèrent que c'est le style. Après, moi, je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut raconter une bonne histoire, une belle histoire et puis qui finit d'ailleurs bien ou pas d'ailleurs et puis avoir aussi un style tout à fait personnel. Donc, je pense que les deux sont valables et comme je le dis, c'est vous, en tant qu'écrivain, qui choisissez le style qui vous convient. Il y a des écrivains, par exemple, qui ont un style humoristique, par exemple, une touche humoristique. Il y a des écrivains qui sont très sombres. Vous prenez un Baudelaire, par exemple, c'est un écrivain sombre, noir et tout. Et puis, il y a d'autres écrivains qui je ne sais pas, vous choisissez, en fait, ce qui vous correspond. Il y a des écrivains qui choisissent, par exemple, un style qui convient plus pour la description de la tradition, donc pour montrer un peu nos traditions, nos rythmes, ainsi de suite. Il y a même des écrivains qui déconstruisent les codes. Vous prenez Alain Mabanckou, par exemple, qui écrit un roman où il n'y a pas du tout de point. Donc, c'est un roman en une traite. Donc, c'est chacun qui choisit son style. Après, c'est comme je le dis, il faut en fait connaître les codes pour les déconstruire. Si Alain Mabanckou aujourd'hui, même s'il écrit un livre où il y a 2 phrases, ça va se vendre parce que c'est Alain Mabanckou. Mais si vous êtes un débutant et que vous faites ça, personne ne va vous prendre au sérieux. Donc, il faut connaître les règles de l'écriture. Après, on peut choisir de les transgresser. Et après, est-ce que c'est pas un peu comme également la musique ou le cinéma en fonction de qui s'intéresse à tel style ou pas, quel, je dirais, schéma ou pas? Oui, c'est tout à fait cela. Et puis, comme je dis aussi, lorsque vous écrivez un texte, il faut que ce soit de la littérature. On ne peut pas écrire un texte et parler comme les femmes du marché. C'est de l'art. Donc, il faut apporter quelque chose, apporter une émotion, quelque chose qui peut susciter une émotion chez le lecteur. Et en général, on souhaite que ce soit une émotion positive. Donc, il faut apporter un plus à ce qu'on écrit au-delà de l'histoire. D'accord. Être écrivain, est-ce qu'on peut en faire un métier, vivre uniquement de ça? Vous parliez tout à l'heure d'être reconnu. On se dit que c'est peut-être selon la chance de chacun. Est-ce qu'on peut tout abandonner et s'y consacrer? Ça dépend de vos ambitions. Si vous avez envie de vivre très modestement, je pense que vous pouvez choisir. Ce qui veut dire que ça ne rapporte pas beaucoup? Je ne le dirais pas comme cela. Je dirais que cela rapporte et cela ne rapporte pas toujours beaucoup. Disons qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, il y a au Bénin quand même un écrivain qui n'est qu'écrivain, mais après, tous les autres ont toujours des fonctions ou un travail qu'ils font à côté parce que effectivement cela rapporte. Après, ça dépend de vos ambitions. Si vous avez envie de vivre avec un revenu sporadique, par exemple, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez un revenu plus régulier, peut-être qu'il faut chercher à faire autre chose à côté. Moi, c'est ce que je fais pour le moment, peut-être en attendant de gagner un grand prix. C'est ce que nous espérons tous. On vous le souhaite. Et arrêter de faire autre chose à côté parce que quand même, comme vous le savez, on parle de boulot alimentaire. Donc, vous avez un travail que vous faites parce que vous devez gagner votre vie. Et puis, à côté, il y a l'art que vous êtes appelé aussi à pratiquer. Et malheureusement, c'est le cas aussi de beaucoup d'artistes. Vous avez parlé du cinéma, vous avez parlé de la musique. Et malheureusement, voilà, c'est le cas de beaucoup d'artistes. D'accord. Votre ouvrage, Sororité chérie, les femmes écrivaines se sont donné la main pour changer les choses. Est-ce que quelque part, c'est plus pour apporter la lumière également sur la corporation ou précisément la gente féminine? Oui, déjà, ce ne sont pas que des écrivaines qui ont contribué à cet ouvrage. En fait, c'est un ouvrage que j'ai coordonné. Et sur la sororité, pour ceux qui ne le savent pas, la sororité, c'est la solidarité entre les femmes. Et l'idée vraiment, au-delà de l'art, c'était de montrer que déjà les femmes peuvent
s'unir pour créer de belles choses. Donc, il y a quand même 32 écrivaines qui ont contribué à cet ouvrage. Et l'idée aussi, c'était de divulguer des réflexions autour de la sororité. Et on peut être pour, on peut être contre, mais il faut en parler. Il faut déconstruire un certain nombre de mythes, un certain nombre de paradigmes qui veulent que les femmes soient toujours les unes contre les autres, qu'elles ne s'entendent pas, qu'elles se combattent. Pour quel enjeu, je ne vois pas. Donc c'était un peu l'idée de poser le débat et d'en parler dans un ouvrage. Et voilà, donc vous êtes romancière, poète et essayiste. Alors si on vous posait la question de savoir des trois domaines ou des trois champs d'action, dans lequel est-ce que Carmen se sent le plus à l'aise en rédigeant les romans, les poèmes ou les essais? C'est une question piège, oui. Ben, je me sens à l'aise dans tous les genres, mais je pense quand même que j'ai une préférence pour la nouvelle. D'accord. Simplement parce que je me suis passionnée très tôt pour un grand nouvelliste français qui s'appelle Maupassant. Et j'ai lu Guy de Maupassant, j'ai lu beaucoup de nouvelles de Maupassant et après j'ai lu aussi beaucoup d'autres nouvellistes, Edgar Allan Poe par exemple, puis il y a de très grands nouvellistes au Bénin également, donc j'aime beaucoup le genre de la nouvelle. Après, j'aime tous les autres genres, j'aime écrire dans tous les autres genres. Et d'ailleurs, j'écrivais au départ beaucoup de théâtre, j'ai arrêté et là, je vais recommencer à écrire du théâtre. Et puis, il y a aussi un autre objectif que je me suis fixé d'ici quelques années, c'est écrire aussi du polar, parce que cela m'intéresse aussi également. D'accord. Et ça va être une première pour vous? Oui. En tout cas, on aura hâte, on a hâte de lire ce polar-là. On espère que ça aura autant de succès, ce sera aussi attrayant que ceci. Et est-ce que vous pensez, Carmen, quand même, que des trois genres qu'on vient de citer, il faut être intelligent et adopter celui qui se vend le plus ou qui intéresse le plus en tant qu'écrivain? Bon, je pense que normalement, un vrai artiste ne fait pas son art pour forcément, prioritairement pour des objectifs mercantilistes. Donc moi, je n'ai jamais pensé à comment un livre va se vendre avant de le faire. Et puis, c'est aussi relatif tout ça. La poésie, par exemple, a la réputation d'être invendable, même pas seulement au Bénin, mais même dans les pays qui sont très, très avancés dans le domaine de la littérature. Mais je peux vous dire que mon recueil de poèmes Noire Vénus est quand même mon livre qui a eu le plus de succès, je peux le dire ainsi. Donc, tout ça là est relatif, tout dépend de comment on aborde le genre et aussi de comment on le vend au public. D'accord, merci beaucoup à vous. Noire Vénus, hein? Oui. Ah, c'est intéressant. Je savais que cela allait vous intéresser. Oui, ça, on peut voir. Voilà. C'est ça, Noire Vénus. Mais en dehors de Noire Vénus, quand même, il y a eu cet ouvrage-là où vous parliez de la situation matrimoniale. Est-ce que c'est pour dénoncer un fait? Est-ce que c'est pour corriger quelque chose? Ou vous vous êtes posé une question et vous avez essayé d'y trouver une réponse? Oui, j'ai toujours des idées bizarres ou des idées sur des choses. Et comme disait l'un de mes personnages, d'ailleurs, dans l'une de mes nouvelles, j'ai toujours un avis sur tout. Bon, après, c'est pas très important. Et donc, vous parlez du roman « Tant de gens espèrent être aimés, beaucoup ne sont que mariés ». Et je suis de ceux qui pensent que c'est trop prétentieux de penser qu'un écrivain va corriger des choses ou changer des choses. Et je pense toujours qu'un écrivain peut poser un débat. Et moi, j'ai toujours eu des idées autour du mariage. Au départ, je rencontrais des personnes qui étaient strictement contre le mariage, en général des hommes. Et puis, je vois aussi des femmes qui se marient et puis c'est comme si elles ont remporté le prix Nobel de je ne sais pas quoi. Et je me suis dit que cela posait quand même question. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est comme si on les traîne au mariage. Ils ne sont pas très heureux d'aller se marier, ils ne sont pas pressés de se marier. Et puis il y a des femmes qui sont toujours là à chercher à mériter une bague. Et puis
au-delà de ce spectacle, derrière, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de couples où les gens ne s'aiment pas, où les gens se détestent même cordialement, mais ils vivent toujours ensemble. Et donc, j'ai voulu quand même poser la réflexion autour de ce sujet-là. Et c'est cela qui a donné le roman Tant de gens espèrent être aimés, beaucoup ne sont Est-ce que que cela a mariés. été bien accueilli? C'est vrai que ça a fait quand même parler, mais est-ce que ça a été bien accueilli par votre public? Oui, absolument. Et puis, j'ai vu que aussi bien les femmes que les hommes ont très bien accueilli ce roman. Et c'est des réflexions qui étaient latentes chez les gens. Et je peux vous dire aussi que, comme c'est un roman qui n'est pas très volumineux, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'habitude de lire, qui ont lu ce roman-là, qui l'ont apprécié. Et puis, certains sont venus me dire ah oui, quand même, c'est pertinent ce que tu dis. Il y a des femmes qui sont venues me dire, mais moi, si c'était à refaire, je ne vais jamais me marier parce que voilà. Donc, c'est un roman qui a reçu quand même un accueil très, très intéressant. D'accord. Et Bruno, hein, je ne sais pas, vous avez écrit, c'est pas, je parlais tout à l'heure de sororité chérie, ce n'est pas votre première collaboration avec des femmes. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous militez un peu pour ça? Bon, militer, peut-être c'est un grand mot. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà des discours, il faut faire des choses, il faut marquer autrement aussi des moments importants, des dates importantes. La première collaboration que j'ai eu à faire avec les femmes, c'est avec le collectif Oestrogène. Et c'est un recueil de poèmes collectifs avec 8 femmes. Je me suis dit, pourquoi ne pas marquer le 8 mars avec un livre collectif de femmes? Et pour moi, c'était une façon originale de le faire. Et puis, Sororité chérie est venue naturellement un an après aussi, un 8 mars, toujours pour continuer un peu ce mouvement et puis inviter les femmes à réfléchir autrement. J'étais la dernière fois, par exemple, dans un séminaire sur le genre où il y a une femme qui a pris la parole et puis qui a dit « Oui, votre affaire de sororité, c'est joli, mais les femmes ne s'entendent pas naturellement. » Et moi, j'ai pris la parole pour dire « Pourquoi les femmes ne s'entendent pas naturellement? Pourquoi ça doit être naturel que les femmes ne s'entendent pas? Je ne vois pas la raison. Il ne faut pas que ça soit naturel. Il ne faut pas que parce que de tradition, les femmes ne se sont pas entendues, que nous continuons dans ce mouvement-là. Parce que quand on regarde au fond, il n'y a pas grand-chose qui oppose les femmes en général. Donc, je me suis dit qu'il faut approfondir toujours ces réflexions-là, inviter les gens à voir peut-être les choses autrement. Si ça marche, c'est tant mieux. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous avons beaucoup aimé échanger avec vous. N'est-ce pas, Bruno? Toujours un plaisir d'avoir Carmen Tudono, parce qu'elle est d'abord journaliste. Donc, c'est forcément un plaisir de voir quelqu'un qui est passionné de lettres et qui écrit beaucoup. Et vraiment, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et voilà, on va dire bon vent et surtout beaucoup de succès à vos œuvres et à votre art, parce que quand on écrit, l'autre chose aussi, c'est voilà, que les œuvres aient du succès. C'est vrai que vous avez dit quelque chose. Moi, je ne suis pas du domaine des lettres forcément. C'est plus le sport. Voilà, mais vous avez dit quelque chose qui m'a donné un petit pincement au cœur, parlant de... comment je vais mettre ça, de la gloire ou de la reconnaissance, voilà, des écrivains. Vous avez dit que c'est surtout quand votre œuvre a du succès à l'extérieur que ça vous donne une notoriété un peu chez vous. C'est une réalité. Je m'en suis rendu compte quand vous l'avez dit, mais en même temps, ça donne un pincement au cœur. Je pense que nos écrivains n'ont pas besoin d'avoir d'abord une reconnaissance internationale avant celle nationale. C'est d'abord à nous d'aimer, de porter vos œuvres. Et comme ça, imaginez si des Béninois qui vivent à l'extérieur sont censés acheter vos œuvres, les lire là-bas, les partager avec des collègues au service, ainsi de suite, et bien d'autres, et pour bien d'autres écrivains aussi, ça ferait du bien. Donc, c'est pas... quand ça marche à l'international, avant d'avoir une répercussion au plan national, c'est un peu bizarre. Donc, beaucoup de courage quand même, parce que... Nous allons tous nous y mettre. Voilà, beaucoup de courage à vous, parce que ce n'est pas simple comme ça. Et surtout, en fait, la chose la plus magique, j'ai envie de dire, concernant l'état d'esprit des écrivains, c'est qu'au moment où vous écrivez, vous n'avez jamais la certitude que ça aura un succès. Donc, c'est vraiment magique comme état d'esprit.
personne n'aime faire quelque chose où il ne sait pas forcément quelle sera l'issue. On aime plus ou moins, en tant qu'humain, c'est humain, c'est normal, on aime se lancer dans des choses dont on est très sûr à 80% tout au moins de l'issue. Donc, beaucoup de courage à vous. Carmen Fifamé, tout de nous qu'on a eu le plaisir de recevoir sur le plateau de la parenthèse avec Jennifer Sachivi pour la rubrique art. On va marquer une courte pause et juste après, on va retrouver Ezekiel Jack. On va faire de la musique aujourd'hui avec lui. Retour sur ce plateau, on va faire de la musique comme je vous l'avais dit. C'est l'heure de leçon du son avec Ezekiel. Jacob Ezekiel, bonjour. Bonjour Bruno. Comme vous étiez en train de l'annoncer, on va faire dans la leçon du son de ce début de week-end, on va nous replonger un peu dans un rythme, une danse exceptionnellement béninoise, un rythme bien conçu à l'actif d'un béninois que nous connaissons tous d'ailleurs, un rythme que plusieurs jeunes béninois et même de l'extérieur continuent d'apprécier grâce à son succès. Nous parlons bien évidemment du Nudiou, un rythme de musique avec comme danse, écriture, le shekaro, le macaroni et bien évidemment le abomé qui a marché très fort. Il a été repris par plusieurs artistes comme Kemi, Dossi, Nelly et bien d'autres. Vous l'auriez certainement deviné avec cette musique en fond sonore. Pour en parler, je reçois pour vous son concepteur Willy Mignon, de son vrai nom, Wilfried Mignon, artiste, compositeur, arrangeur et même interprète. Bonjour Willy Mignon. Bonjour, bonjour. Merci d'être venu. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi de communier avec vous et avec les téléspectateurs de l'URTV. Merci. Avec vous, on va tout connaître, on va tout comprendre sur cette danse et surtout son évolution aujourd'hui. Mais avant, je vous laisse avec la complicité de la régie savourer ce clip et on revient après. Ruja. Arrangeant le béninois. Ah oui, c'est ça mon frère. Pour passer par quelqu'un pour aller au sommet. Oui, mignon, il m'a essayé de l'arranger. Encore avec nouveau concept à vous tête pour nous dire ça nous tue. Un petit garçon qui donne le son à servir par un bien petit Jésus. Oui, mignon. When nous allons au pabo, nous mondons nous bico belé. When nous allons au pabo, nous mondons trop des mensonges. Les recadons nous et l'autre, nous sommes si gaïs nous comme moi. Les recadons nous et l'autre, mais comment les dit, comment les ça. Quand on touche, pour que vous somme, les biwes qu'on pas carré. Les biwes qu'on remonte, mais tout quand on voit nos cons avec. Ah ouais, t'aimes, ouais, l'open, mais d'ici quand même, il nous faut. Pour qu'on y nous là, à son y nous là, pour nous bébés, font le camp, ouais. Ah ouais, t'aimes, ouais, l'open, mais d'ici quand même, il nous connaît. Pour qu'on y nous là, à son y nous là, Baloloso le milanais. Yalik l'italiano, l'italien noir. C'était Marche en avant de Willy Mignon, je l'annonçais. Il est le concepteur de Nudiou qui est lancé depuis juin 2007. Alors, dites-nous, ça vous fait quoi de visualiser cette vidéo en direct, cette vidéo réalisée depuis Europe? Bon, ça me fait plaisir de revoir tout ce qu'on a eu à faire, où on a quitté.
et de s'en inspirer pour savoir où est-ce qu'on va. Voilà. C'était une inspiration très folle. Hein. Et dites-nous, pour faire un peu d'histoire, du Noudiou qui est une danse, un rythme exceptionnellement à votre actif. Dites-nous, pour faire un peu d'histoire, que dites-vous? Bon, le Noudiou, ça a commencé d'abord du fait que j'étais chorégraphe et après instrumentiste depuis le collège. Donc, à chaque fois, après les morceaux classiques des grands du Bénin qu'on jouait, on exécutait des danses qui viennent de l'extérieur, des danses qui étaient d'actualité, les rythmes qui étaient d'actualité étaient souvent des rythmes congolais, camerounais, ivoiriens, des fois nigériens et tout. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi il ne faut pas créer quelque chose pour la jeunesse béninoise aussi, pour qu'on puisse identifier le Bénin à travers ça. Parce que nous avons trop de rythmes au Bénin. Nous avons trop de richesses musicales au Bénin. Donc, j'ai toujours murmuré cette pensée dans ma tête. Mais je ne savais pas que je serais le précurseur de ce mouvement ou bien d'un mouvement qui va prendre beaucoup d'ampleur après et tout. Il faut dire que la danse en elle-même, c'est une grimace que je faisais juste entre amis pour les faire marrer, pour rigoler depuis les classes et tout. Donc après, quand j'ai sorti le premier single, Melody, où on devait faire la vidéo de Melody, il y a des amis qui connaissaient cette grimace que je faisais et ils m'ont dit, mais Willy, pourquoi on ne met pas la danse là dans le clip? Au départ, moi-même, je n'y croyais pas. J'ai dit, est-ce que les gens vont kiffer? Les gens vont se moquer de nous. Donc, ils m'ont encouragé, ils se sont joints à moi même pour pratiquer la danse. Donc, avant même le clip, il n'était pas prévu que cette danse-là sera exécutée comme chorégraphie dans le clip. Donc, on l'a fait. Mais c'était coup de maître. Quand le public a vu, quand les gens ont vu, les gens ont apprécié. Et c'est là que nous avons pris conscience et que nous avons commencé réellement à travailler maintenant dessus pour trouver d'autres ramifications, travailler sur la musique, faire évoluer la musique dans le temps avec les actualités et tout, jusqu'à aujourd'hui. Mais comment est-ce que cette grimace-là a pris le nom de Noudiou? D'où est venu ce baptême-là? La première fois qu'on prévisualisait le clip, avant d'envoyer ça à la télé, il y avait un grand frère, il s'appelle Momo de Paris. Momo de Paris, c'est un DJ, il est ivoirien, bon, il a un côté béninois. Donc, il venait de quitter Abidjan et il était dans le staff de Guru Records. Donc quand on prévisualisait le truc, il a regardé, il parlait à peine un peu fond, il dit, ah mais ça, c'est la première fois que je vois une danse béninoise un peu populaire qui m'attire comme ça, mais ça c'est un miracle, c'est Noudiou. Donc on a gardé le nom comme ça, on a dit, ah c'est Noudiou, et puis donc en fait, c'est Momo de Paris qui baptise. Voilà, c'est Momo de Paris qui a baptisé la danse. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Alors, et cette aventure qui a commencé depuis des années, dites-nous, qu'est-ce qui a fait son succès aujourd'hui? Il faut dire que le public a kiffé. Et quand le public aime quelque chose et qu'il prend, ça part naturellement. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'autres artistes qui se sont joints au mouvement. Il faut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il y a une petite pause, on est d'accord, mais c'est pas une fin du Noudiou. Justement, parlant de cette pause-là, j'allais vous demander l'actualité de Willy Mignon aujourd'hui. Willy Mignon fait quoi? Pas plus tard qu'hier, quand je vous ai contacté, vous étiez ancré dans les notes, vous étiez à la répétition. Qu'est-ce qui fait votre actualité aujourd'hui? Oui, la pause de Willy Mignon sur les écrans, les grandes promotions et tout, ça ne veut pas dire que Willy Mignon est en pause musicale. Je travaille toujours, jour et nuit. Je joue toujours et j'ai fait un grand travail d'abord sur mon équipe live. Depuis un bon moment. Tout ce qu'on faisait juste par les programmations studio et tout, on a tout ramené en live avec une équipe qui travaille sérieusement et tout. Et voilà, il y a beaucoup de morceaux qui sont déjà prêts. Il y a un album qui est préparé et qui sera lancé d'ici la fin de l'année. Il y a eu même des singles qui ont été lâchés depuis le début de 2022.
Et voilà, donc il y a du lot qui se prépare. On a ramené aussi des tambours traditionnels. Tout à l'heure, quand tu as vu on a vu le titre Pachaye. Il y a du gangan maintenant sur le Nudiou. Et il y a aussi que actuellement la jeunesse est très ancrée sur les tendances afrobeat et tout. Donc il y a un Nudiou qui est un peu plus urbain. Et pourquoi vous avez choisi de moderniser cette danse aujourd'hui? Non, en fait, on n'a pas choisi moderniser. Le Nudiou en lui-même, c'est une danse moderne. Oui, on est d'accord. Ça a connu un peu plus de modifications aujourd'hui. Oui, vous semblez le travailler davantage. Même le Ndombolo que les Congolais jouaient il y a de cela 20 ans, c'est pas le même qui se joue aujourd'hui. La rumba, il faut évoluer avec le temps. On est d'accord? Parce que les sonorités, la qualité du son et tout ça là, ça joue. Et il y a une génération qui vient, il y a des générations qui se suivent. On est d'accord? Donc il faut pouvoir travailler pour se mettre à l'actualité, pour satisfaire le plus grand nombre. Vous voyez, donc on est obligé de travailler pour... Aujourd'hui, par exemple, au Bénin, les gens adorent les percussions traditionnelles. Quand le gangan tonne quelque part, les gens ne sont jamais indifférents à ça. Donc ramener du gangan dans le Nudiou, c'est faire évoluer la chose et donner du plaisir au public béninois qui adore cette percussion-là. Maintenant, faire un Nudiou un peu urbain pour la jeunesse aussi, c'est rester dans le temps, c'est rester dans l'actualité. Donc, il y a toutes les formes de Nudiou qui... Alors, est-ce que dans le Nudiou, on ne sent pas un peu du coupé décalé? Oui, je ne peux pas le nier. Parce que Willy Mignon, vous savez, j'ai beaucoup fait la Côte d'Ivoire, je continue de travailler en Côte d'Ivoire. Donc le Nudiou, au fait, c'est quoi? Le Nudiou, c'est cette tendance dansante, hein, à connotation béninoise. On est d'accord? À Abidjan, c'est le coupé décalé. Au Congo, c'est le Ndombolo, c'est la rumba. Et au Cameroun, c'est le makossa et tout, mais vous allez voir, il y a toujours quelque chose de commun dans tous ces rythmes. C'est l'Afrique, on est d'accord. Donc, par exemple, le coupé décalé a quitté le Ndombolo de la Côte d'Ivoire. Donc, je ne peux pas nier qu'il y a une petite partie de coupé décalé qui rentre dans le Nudiou, mais ça ne veut pas dire que le Nudiou, c'est du coupé décalé. Non, le Nudiou a ses règles et à ses notes, à sa couleur et tout, quoi. Alors, merci. Nous sommes en train d'aller à la fin de cet entretien. Mais avant, si la régie peut nous permettre, on va savourer encore un peu ce morceau. Et puis après, les téléspectateurs ont envie de vous écouter en live. Après, vous allez nous chanter en live. Mais pour le moment, on va suivre un petit truc de vous. On revient après. Arrangez le béninois. Ah oui, c'est ça, mon frère. Passer par quelqu'un pour aller au sommet. Et c'est la triste réalité. Tu n'as rien, tu n'es rien. Alors, c'était Pachaye, sorti en février dernier. Oui, février dernier. Voilà. C'est l'un des titres qui annonce l'album qui vient. À part Pachaye, on a sorti Mimanoulao, qui est un titre vraiment, c'est pas du Nudiou, c'est de l'afro soul. Voilà, donc...
D'accord. Les téléspectateurs manifestent déjà l'envie, Bruno ne me dira pas le contraire, de vous écouter en live. On va y aller ensemble. Ah, il n'y a pas de souci. On va s'essayer. Vous allez me faire... On y va? Papa nyesiro no chika bo machine tule bino azo propa wezo bonye wa mo we papa bwana da mi bozo chena da papa yendo taka yeno azo plon le vankan tam sans agbada yeno chaka to lo kiche ma wa gbe chele jeno kan agba mo wa yan vi oro bo papa konu bo ro yan vi ya to evo dans un machine we bwana po we mastona ji atogbe na vo akasi usan wekana isea awe dona sata amomi konta bosa je nous dona sienta amomi konta bosa. Oui, les miens, merci. Alors, voilà, le cœur n'était pas top. Hein, voilà. On n'est pas... mais c'est pas des chanteurs professionnels. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, c'était pour vous, c'était pour votre plaisir. Willy Millon, merci d'être venu. Merci. Awedona Sata, à moi uniquement Tabosa. C'était le message de tout à l'heure. Aujourd'hui, tout le monde a envie de devenir riche. Tout le monde a envie d'avoir des richesses et tout, de l'argent, coûte que coûte, surtout les jeunes. C'est bien vrai, dans la vie, il faut se battre. Il faut pas être paresseux, il faut oser pour avoir de la richesse, pour s'en sortir. Mais toute audace, toute bataille a ses limites. Il ne faut pas aller faire des rituels de sang, des rituels mystique pour dire qu'on veut avoir de l'argent, faut pas aller voler, faut pas faire de la cybercriminalité et tout, faut se battre, faut travailler dur pour s'en sortir. Merci. Ah oui, dans la dignité. Voilà, gagner donc sa richesse dans la dignité et pas devenir riche à tout prix. Le message est bien entendu. Willy Millon, merci d'être passé ici ce vendredi dans la parenthèse pour nous parler un peu de ce concept-là qui est né de vous et son actualité aussi, comment vous travaillez dessus et surtout votre actualité. On sait que dans les tout prochains jours, quelque chose nous attend venant de vous, bien entendu. Ce sera avec plaisir qu'on pourra vous avoir sur d'autres plateaux. Merci également à vous, Ézéchiel Jacob, de nous avoir replongé ce matin dans un Oudji où on va poursuivre cette émission. On marque une courte pause, le temps pour nous d'installer les débatteurs pour le talk du jour. Arrangez le béninois. Ah oui, c'est ça, mon frère. Pour passer par quelqu'un pour aller au sommet. Et c'est la triste réalité. Tu n'as rien, tu n'es rien.
wotu be manon we de yeni mondo nuwe no buto do ye no wa do ye no pataye e bolo bi no vi no ndinu ye no buto do ye no wa do ye no pataye e bolo bi no vi no chikaye Docteur Waku qui fire force marchez dans ton pas honorable vous allez et on vous condamne l'histoire de Jésus-Christ quand l'homme s'était sur la terre ils l'ont crucifié le popo gako et son bouquenya on t'a toujours dit pour le magnon y'en est on mène y'en pissé aujourd'hui l'homme ce n'est plus sur la terre des milliards de personnes se prosternent pour l'implorer on l'avait sacrifié juste parce que l'homme est devenu mystère. Aujourd'hui, on y croit plus parce que Mahomet n'est plus sur terre. Tout le monde les vénère. Nos boudoloyers, nos badoniers, nos bataillers, les globillons, nos vies, nos ticaillers. Boss John Ayi. Président Evra au super le loge sous tout goût leader Mathias CDS Top C'est l'heure du talk dans la parenthèse. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question de vie de couple et cette tendance chez certains partenaires d'avoir autre que leur époux ou leur épouse un confident hors du foyer. On en parle avec mes invités. Jennifer Sativi est restée avec Olive Ousugwe. Nous sommes également rejoints par Eddie Camille Koto ainsi qu'au pédagogue. Camille, bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour les dames. Bonjour. Alors, on parle aujourd'hui, on a une trentaine de minutes pour débattre de ce sujet. On parle aujourd'hui de la vie de couple et de la tendance pour certains partenaires dans le couple d'avoir quelqu'un à qui ils se confient en dehors, bien entendu, de leur époux ou de leur épouse. Alors, Eddie Kamikoto, qu'est-ce qui peut amener, selon vous, d'abord, c'est quoi un confident? Merci. Un confident, c'est pour réduire la personne à qui on peut se confier le plus simplement possible. Et donc, c'est une personne à qui vous faites recours et par rapport à laquelle vous avez la certitude que toutes les informations que vous partagez avec cette dernière-là resteront entre elle et vous. Vous avez l'assurance, voilà, que c'est une personne qui pourrait garder le secret. Et en principe, ça devrait pouvoir aller dans les deux sens. C'est-à-dire que mon confident, je peux constituer pour lui ou pour elle aussi un confident. Et donc, c'est un jeu d'aller et de retour. Donc, le confident, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un à qui on peut dire des secrets et espérer que cette personne ne va jamais les dévoiler. Et c'est aussi, surtout, une personne à qui on fait référence quand on traverse des situations d'épreuves, des situations difficiles. On se dit, cette personne peut me soutenir sans forcément aller en parler ailleurs. D'accord. Alors, on va bien spécifier, vous avez bien planté le décor, surtout le deuxième aspect qui est important, ce n'est pas seulement la question de confidentialité, ce n'est pas seulement quelqu'un qui peut garder le secret, mais c'est aussi quelqu'un, parce que quand on se confie à quelqu'un, l'objectif premier, ce n'est pas au-delà de se vider, c'est aussi de recevoir des conseils par rapport à cela, et vous l'avez évoqué. Mais il faut préciser, la confidence dont on parle ici, ou le confident dont on parle, ce n'est pas le confident pour le couple. Parce que ça arrive que le couple ait un confident, c'est-à-dire que les tempêtes du couple sont exposées à ce confident-là qui est généralement un conseiller pour le couple. Mais on parle de la tendance pour la femme, par exemple, d'avoir un confident autre que son mari, confident privé donc, et ou le mari aussi d'avoir une confidente autre que sa femme.
Alors, qu'est-ce qui peut amener, selon vous, une femme, vous êtes femme par exemple, qu'est-ce qui peut amener une femme dans sa relation avec son mari à commencer à se confier à un autre homme autre que son propre mari, par exemple? Je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs raisons. Je vais peut-être en évoquer deux. Peut-être que cette femme-là avait un lien d'amitié assez poussé avec ce confident. Peut-être que c'est son ami devenu frère, ils ont grandi ensemble, ils ont tout vécu ensemble, mais généralement, pour ces cas que je connais, le mari est souvent présenté, l'ami en question est souvent présenté comme étant le frère. Donc, même après le mariage, parfois, la femme peut se confier à cet ami-là, ça arrive, et qui donne des conseils qu'il faut et en tant que frère. À part cela, c'est peut-être parce que le mari n'est pas toujours ouvert. Je parle du cas de la femme, je pense que ça doit s'appliquer également pour l'homme aussi. Oui. Voilà, peut-être le mari ou la femme ne sont pas ouverts. On ne peut pas lui dire certaines choses ou on lui parle de certaines situations, de certains reproches, mais qu'il n'arrive pas à changer. Il n'arrive pas à accepter. Donc peut-être la femme ou l'homme, se sentant dépassé, va dehors pour se confier à sa copine, son copain, son meilleur ami, sa meilleure amie. Je pense que ce sont là les raisons qui peuvent pousser une femme ou aussi un homme à avoir des confidents. Et c'est assez pertinent ce que vous dites. Olive, selon vous, qu'est-ce qui peut... Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Jennifer vient de dire sur les raisons qui pourraient pousser une femme, par exemple, à avoir un confident autre que son mari? Oui, moi je vais parler de l'union. Lorsque le couple n'est pas uni, où la femme n'a pas le soutien qu'il faut de la part de son mari, parce que dans la vie quotidienne, on a des situations, que ce soit au boulot, que ce soit en famille, et on a forcément besoin de quelqu'un à qui... pour en parler. Donc, lorsque le mari que tu as ne représente pas cette personne pour toi, tu as forcément tendance à aller chercher ça au dehors. Ça pourrait expliquer l'union, le manque de soutien, et quand le couple n'est pas uni, quand le couple n'a pas l'habitude de s'écouter, n'a pas le temps pour s'écouter, n'a pas le temps pour discuter, et chacun va de son côté, souvent on invite une troisième personne dans sa vie de couple. Mais c'est quand même symptomatique, Camille, de ce qu'il y a vraiment, comme elles l'ont dit, une rupture qui semble s'installer, même si c'est en sourdine, qu'on arrête de se confier l'un à l'autre et qu'on se confie à quelqu'un qui est dehors. Mais est-ce que c'est pour autant toujours, on va dire, une alerte rouge? Est-ce qu'on peut tout confier aussi? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut tout confier à sa femme ou tout confier à son mari? Je ne dirais pas que c'est une alerte rouge, parce qu'il peut arriver qu'on veuille se confier à une personne parce que cela est nécessaire. On pourrait avoir envie de discuter avec une personne autre que, et vous l'avez si bien dit, autre que notre partenaire, parce que le sujet, en réalité, a peut-être une certaine sensibilité qu'il conviendrait beaucoup plus d'en parler à une autre personne qu'à son ou sa partenaire. C'est vrai, tout ne peut être discuté en couple. Lorsque cela atteint une certaine sensibilité, on pourrait prendre par une personne, par exemple, interposée pour atteindre le but. Mais je pense que fondamentalement, comme Olive l'a dit, le couple est d'abord une unicité. L'union, quand on se met à deux, on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Et de ce point de vue, je pense qu'il n'y a rien en réalité qu'on ne puisse partager avec son ou sa partenaire. Il est vrai qu'il y a des situations qui interviennent et puis on hésite, on se demande s'il faut en parler ou pas, on réfléchit par 1000 fois avant de les aborder. Mais toujours est-il qu'in fine, il faut trouver le moyen, la formule pour le dire. Parce que le risque, c'est simplement que votre partenaire la prenne ailleurs. En réalité, parce que lorsque vous vous confiez à quelqu'un, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas l'assurance que ça ne sortira jamais. L'autre n'est pas forcément vous.
C'est vous qui vous connaissez, mais vous ne connaissez pas forcément l'autre. Vous ne connaissez pas les motivations qui pourraient l'habiter demain, après-demain. Et donc, quand on a fini de se confier à une autre personne, je pense qu'il faut trouver aussi le moyen, surtout quand cela engage la vie de couple, quand cela engage l'autre partenaire, il faut trouver le moyen de communiquer. Et elle l'a dit aussi, de dialoguer. C'est l'absence de dialogue qui fait parfois qu'on pense que le mieux-être est ailleurs. C'est aussi l'absence permanente d'un partenaire, de la femme ou de l'homme, qui amène à vouloir se confier à l'autre. Quand le partenaire n'est pas présent et qu'on a des situations, vous avez des situations qui vous tapent ou qui vous tombent dessus, vous êtes obligé de chercher un refuge. Et quand celui ou celle qui est indiqué n'est pas là, on dit souvent la nature a horreur du vide. Et quand on constate que le vide est là, on a besoin de le combler parce que, au-delà de tout, nous sommes tous faits de chair. Et donc, la chair étant à des moments faibles, il faut pouvoir trouver refuge. Et c'est pour cette raison qu'il faut que, lorsqu'on est en couple, instaurer le dialogue, la compréhension et que chacun offre une certaine ouverture à l'autre. C'est ça aussi, quand on est fermé, l'autre se dit à quoi bon lui en parler. Ou lorsque vous avez toujours eu des réactions, épidermiques ou de rébellion, voilà, l'autre se dit à quoi bon lui parler de mes soucis, lui parler de ce qui me taraude l'esprit, lui parler de mes préoccupations. Donc en fait, la vie de couple, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je pense la vie de couple, elle ne doit pas se fonder sur du sable, ça doit pouvoir se fonder sur du roc. Sur du roc, voilà, une belle chute. Hein. Alors Jennifer, il a soulevé un aspect qui est important. Parfois, le fait de se confier dehors n'est pas forcément, c'est pas méchant dans l'intention, mais c'est parfois parce qu'on redoute la réaction de son partenaire ou de sa partenaire par rapport au sujet qui doit être évoqué. Et connaissant son partenaire ou sa partenaire, vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un, à chaque situation, vous savez plus ou moins quelle pourrait être sa réaction. Et parfois, quand la réaction risque d'être vive, on craint de se confier. Et ça amène d'autres à aller voir dehors et se confier à quelqu'un qui était plus ou moins déjà quelqu'un avec qui on a une amitié assez solide pour se confier à cette personne. Oui, c'est vrai que ce sont des choses qui arrivent dans ce cas. Pardon, on a envie de se vider, on a envie d'avoir une oreille qui écoute. Et on ne peut pas en parler au partenaire parce qu'il y a des situations, peut-être pour sauver le couple, il vaut mieux ne pas informer son mari ou sa femme dans l'immédiat. Je pense que ce sont des choses qui arrivent et qui peuvent être dangereuses parce que, comme le disait M. Cocteau, on ne sait pas à qui on se confie, on ne lui fait pas entièrement confiance et même si cette personne a de bonnes intentions, on ne sait jamais, peut-être que il y a une autre personne à côté qui entend et qui, après, peut le révéler. Je pense qu'on ne peut pas condamner ça. Moi, je pense que l'acte n'est pas à condamner parce que c'est pour se vider, c'est pour être conseillé, c'est pour avoir une oreille qui écoute. Mais dans ce cas, je pense juste qu'il faut bien choisir son confident. Peut-être pas forcément si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, quelqu'un qui va profiter de la situation peut-être pour vous séduire ou pour essayer en essayant de vous consoler, de vous mettre dans un piège. Il faut peut-être prendre quelqu'un du même sexe ou à défaut un confident du sexe opposé à qui on a vraiment confiance et on sait qu'il n'y aura pas de danger. Sinon, je pense que ça va créer d'autres problèmes plus tard en fait. D'accord, donc vous préconisez en cas de besoin vraiment avéré, justifié, d'avoir un confident hors de son foyer, que ce soit quelqu'un du même sexe ou quelqu'un de vraiment, voilà. Oui, sinon il y a un danger. Fiable. Il y a danger. Fiable. D'autres recommandent parfois quelqu'un d'assez âgé, qui fait peut-être figure de père ou de mère. Oui. Bon, ça, c'est aussi des solutions. Alors, Olive, est-ce que entre le devoir moral de se confier à son mari ou à sa femme, j'appelle ça devoir moral, et parfois la crainte de sa réaction, qu'est-ce qui devait prendre le dessus? Moi, je pense que, comme vous l'aviez dit, on ne devrait pas craindre son partenaire. On ne devrait pas craindre son partenaire. Et puis, tout homme ou femme, est sensible. Et quand on trouve la manière pour parler à cette personne, la personne va vous écouter. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas, par exemple, qu'on
hausse le ton sur eux. Ou il y a des hommes qui n'aiment pas... tu sais que ton homme a des principes. Et quand tu vis avec quelqu'un, tu apprends à le connaître. Donc, dès que tu connais cette personne, tu trouveras forcément la manière de l'aborder. Pour moi, le problème à mon niveau, mon inquiétude, c'est pas le fait que ce que tu rapportes, que tu as dit à ce confident se retrouve sur la place publique, non. Mais la personne à qui tu te confies, tu n'es pas sûr de ce qu'il va te donner comme réponse, de ce qu'il va te dire comme consolation. Il ne va pas forcément te dire quelque chose qui va aller dans la logique de la consolidation de ton couple ou dans la logique de régler forcément ton problème. Jennifer a commencé par en parler, pas forcément pour détruire ton couple, pour te séduire, que ce soit homme ou femme, ou que ce soit même une copine, c'est peut-être une copine qui t'envie, qui aimerait bien être à ta place. Vous avez passé l'enfance ensemble, peut-être, tu estimes que tu as suffisamment confiance en cette personne, mais au fond, celle-là, elle t'envie, même si elle ne veut pas directement de ton mari, peut-être qu'elle n'est pas mariée, elle veut que tu te retrouves dans la même posture qu'elle. Donc, le problème, c'est pas que le sujet ou ton problème se retrouve sur la place publique, mais qu'est-ce que cette personne t'apporte comme réponse? Est-ce que la personne est mieux indiquée pour pouvoir te consoler, pour pouvoir te dire ce qu'il faut? À défaut, moi, je pense qu'à défaut de discuter entre couples, il vaut mieux chercher un spécialiste. Un spécialiste, il y a des gens pour le couple. D'accord. Il est professionnel, vous le payez et il règle le problème. Mais moi, je pense qu'on doit toujours trouver le moyen de pouvoir régler les problèmes à deux. Même quand la tension monte, il faut pouvoir ramener la balle à terre. C'est vrai, quand on est fâché, il y a l'orgueil qui prend le dessus, mais il faut pouvoir se calmer et puis trouver le juste milieu et en parler. Eddie Kamikota, vous avez voulu réagir sur les propos de Olive? Réagir, aller dans le même sens, assurément. Déjà, il faut dire qu'en couple, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes réactions ou les mêmes attitudes en situation. Parce que chacun est venu avec son éducation, chacun a sa personnalité, chacun a fait son parcours. Donc c'est difficile, il faut l'avouer, de rester ensemble et de pouvoir se comprendre tous les jours de la vie. Mais il faut se préparer à ce que des situations de crise ou de tension interviennent. Et c'est justement pour ça que, comme elle l'a dit, il faut poser les balises dès le départ. On ne se met pas en couple sur un coup de tête. On ne se met pas en couple parce qu'on a attrapé quelqu'un dans la rue et le lendemain on se marie. C'est vrai que ça peut marcher. Mais ça marche souvent comme un cas suffisant, voilà, comme on dit souvent. C'est cela quoi, un feu de paille. Et donc, il faut poser les balises et bien les poser. J'allais dire, la situation qu'elle a évoquée, voilà l'une des raisons qui ont disloqué beaucoup de couples. C'est-à-dire la copine qui vous envie, parce que elle a si bien dit, elle n'est pas mariée, elle autre, vous l'êtes. Ou plutôt, elle trouve que en comparant votre couple au sien, voilà, vous avez fait tellement de prouesses qu'elle se demande mais comment en sont-ils arrivés là? Et du coup, ça commence. Et donc, comment avoir l'assurance que la personne à qui nous nous confions est la bonne? La grande interrogation. Je marche à 100% sur sa proposition. Consulter un spécialiste, par exemple, en gestion de conflits de couple ou gestion de couple simplement. Il y a des conseillers matrimoniaux qui sont aptes à pouvoir dire dans ces genres de situations comment se comporter, quelle attitude adopter. Et puis, il faut dire aussi que quand vous vous confiez à quelqu'un, ce n'est pas forcément, en fait, le premier objectif, bien souvent, ce n'est pas forcément d'avoir la solution. C'est d'abord de pouvoir se vider. Et Mariama Ba dira dans une si longue lettre, la confidence noie la douleur. Donc, le simple fait de vous confier à la personne, c'est que ça réduit déjà à 50% les ressentis, c'est-à-dire ce qui vous chagrine. Ouais. Et donc, quand on se confie, parfois, c'est simplement pour vider le stress, la colère, pour évacuer les tensions. Avoir quelqu'un du même sexe, je penche un peu, je dis un peu pour cette option, mais vous constatez malheureusement dans bien des cas que c'est le contraire. Les dames vous diront qu'elles préfèrent se confier à des hommes, qu'elles ne font pas confiance aux femmes et vice-versa. Et ça pose déjà un problème. Vous savez, je l'ai dit tantôt, nous sommes faits, dans notre humanité de chair, on est faible. Et lorsque deux corps
on dit quand même on les était... femmes, elles aiment souvent avoir des amis garçons. Bien sûr, bien sûr. Et même plus jeunes. Même plus jeunes. Et deux corps de nature différente s'attirent. Deuxièmement, quand vous prenez deuxièmement, les pôles opposés, ça s'attire souvent. Quand deux personnes de sexe différent se retrouvent, quand ça commence par devenir régulier, les sentiments, en fait, on ne peut pas, il n'y a pas possibilité d'empêcher les sentiments de naître, à moins que l'un ou l'autre ait vraiment de la hauteur, qu'on arrive à avoir une certaine maturité pour juger de la situation. Et c'est pour ça que simplement, il faut tout faire pour partager le plus possible des situations que l'on traverse avec sa partenaire ou avec son partenaire. C'est vrai que ça peut embrouiller les pistes au début, mais quand on sait s'y prendre, on arrive toujours à s'entendre. Le couple, il n'y a rien de plus merveilleux. Alors, il y a bien de cas où la recherche d'un confident part souvent du fait que le concerné dans le couple estime que la situation qu'il traverse, son ou sa partenaire n'y peut vraiment rien et donc ne trouve pas l'importance de se confier à lui ou à elle. Oui, ça peut arriver, mais moi, je ne suis pas trop pour. Je pense que quelle que soit la situation, comme Olive le disait, il vaut mieux en parler à son partenaire. Et peut-être après, si vous vous entendez, pour en parler ailleurs, pour trouver une solution, c'est autre chose. Mais ce ne serait pas trop prudent de décider toute seule en se disant, de toute façon, il ou elle ne peut rien m'apporter. Dans ma situation. Donc, il vaut mieux aller dehors. Je pense que ça peut être nuisible pour l'harmonie au sein de ce foyer-là. Est-ce que selon vous, est-ce que ça s'entend d'abord d'avoir une situation où votre partenaire n'y peut rien? Non, moi, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense qu'on peut tout se dire en principe dans un couple. On peut tout se dire, mais comme je le dis souvent, quand tu es fâché ou quand tu es frustré ou lorsqu'il y a une situation qui te dépasse, faut faire ce que tu aimes faire. Faites ce que vous aimez faire. Si vous aimez danser, dansez. Ou si vous avez des enfants, vous pouvez décider de sortir avec les enfants. Parce qu'il y a des situations, quand on est énervé, on peut faire beaucoup de bêtises. Mais il faut qu'individuellement, qu'on apprenne à se calmer lorsqu'on vit en couple et que la situation concerne la vie de couple. Quand tu apprends à te calmer, si tu aimes danser, danse. Si tu aimes boire, prends un verre. Donc, ça va te permettre de déstresser, sortir avec les enfants, aller voir maman. Ça te permet d'échanger les idées et de te calmer. Dès que la situation passe ou dès que et la période de tension passe et que tu arrives à te maîtriser, tu te rends compte qu'au fond, tu n'as pas besoin d'aller exposer ta vie de couple à quelqu'un. Et puis souvent, comme je le dis aussi, nous les femmes, nous prenons souvent les situations au premier degré. Et c'est comme si dès qu'il y a une situation, maintenant la situation ne va plus jamais s'arrêter. On s'alarme très vite. Il n'y a pas de situation sans solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Donc, nous, les femmes, par nature, on s'affole très, très rapidement. Moi, je pense qu'on devrait faire l'effort d'apprendre à se calmer, à se contrôler et le reste va venir. Je vous pose la même question. Est-ce que ça s'entend que dans un couple, on estime qu'on a une situation dont le fait d'en parler ou de se confier à son ou sa partenaire n'y changera pas grand-chose et donc que la solution est plutôt ailleurs et surtout dehors? Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on traverse des situations qui dépassent le partenaire ou dont la résolution dépasse le partenaire. Je prends par exemple une femme qui a besoin de moyens financiers pour réaliser un projet ou pour régler une situation. Elle sait par avance que son mari ne travaille pas, il n'a pas un boulot et donc qu'il ne serait pas forcément en mesure de lui venir en aide. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas en parler. Il faut toujours en parler. Le mari n'a peut-être pas les moyens, mais il peut trouver la solution à travers un ami, une connaissance, un parent, pour que la situation soit résolue. Et donc, fondamentalement, je pense qu'il faut toujours se confier d'abord à la personne avec qui on se retrouve. Et comme je l'ai dit précédemment, quand vous vous confiez à une personne, ce n'est pas forcément... En fait, ça devrait être cela. Ce n'est pas... C'est vrai qu'on vise les personnes qui peuvent nous apporter la solution.
Mais le simple fait de se confier à une personne, ça vous permet déjà de vous dégager parce que quand vous portez le fardeau tout seul, vous n'arrivez même pas à voir les possibilités que vous avez devant vous pour évacuer la situation. Donc, en commençant par en parler, c'est que vous avez cette ouverture d'esprit qui vous permet, qui vous dispose même parfois à avoir la solution à la situation plutôt que la personne à qui vous vous confiez et sur qui vous aviez placé votre confiance. On va revenir toujours dans la psychologie du couple. Il y a bien de cas où on finit de se confier à son partenaire et on regrette. Pourquoi? Parce que, oui, ça, vous comprenez un peu, j'ai vu que vous avez tout de suite acquiescé. On regrette parce que, parce que dans d'autres situations de tension, il ramène, il ou elle ramène une situation sur laquelle vous vous êtes confié à lui. Et donc, quand vous êtes, excusez un peu l'expression, vous êtes un peu bavard dans le couple, c'est-à-dire que vous parlez trop, à un moment donné, on a peur de se confier à vous parce que vous commencez, je ne dirais pas à devenir la mauvaise personne, mais on a un peu de retenue, votre partenaire a un peu de retenue de vous parler parce que vous êtes quelqu'un qui va saisir la situation et ramener ça tout le temps sur le tapis, ramener ça 10 ans après, vous êtes toujours dedans, à la moindre situation, ah tu te souviens. Quand c'est comme ça, c'est difficile de se confier à vous. Jennifer. Quand vous parlez de bavard, je suis tentée de dire comme plusieurs femmes. Bon, j'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas dit, mais bon, c'est vous qui le dites, que les femmes bavardent. J'ai jamais dit que les femmes bavardent. Non, c'est pas que les femmes bavardent, mais peut-être qu'elles sont plus sensibles parfois et que ce qu'on leur parfois confie, émotionnelles. Voilà, je vous passe les blesse et elles n'arrivent pas à s'en défaire. Dans ce cas, il vaut mieux en parler. C'est toujours mieux parce que je suis de ceux qui pensent que rien Pourquoi on ramène ça tout le temps? Je suis de ceux qui pensent que rien ne reste caché éternellement. Donc, tôt ou tard, la personne l'apprendra. Donc, il vaut mieux anticiper, le dire au moment où ça s'est passé ou au moment où, voilà, vous avez ressenti cela pour qu'on en finisse. Mais quitte à savoir comment rassurer votre partenaire, si vous êtes en face de quelqu'un qui parle beaucoup, lui expliquer et essayer quand même de lui faire comprendre la situation parce que je ne vous conseillerais pas en tout cas d'aller en parler dehors. Olive, c'est la même question. Moi, je pense que quand on a en face une personne qui parle beaucoup, là, ça devient difficile, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que personne n'aimerait qu'on le rappelle chaque fois, tu as bien fait ci, tu as bien fait ça. Ça fait très mal. Et comme je le dis, quand on est en couple, il faut essayer de se comprendre. Et dès que vous développez des aptitudes comme ça, vous créez la division, vous installez la division, l'autre ne reviendra plus jamais vers vous pour vous poser un problème. Là, soyez-en sûrs. Donc, qu'on le veuille ou non, que tu sois d'accord ou pas, il ira chercher un confident ou une confidente. Voilà, donc ça pose aussi la question dans le couple, de montrer à l'autre qu'on est quelqu'un sur qui on peut se reposer, sur qui on peut reposer en cas de... Voilà, sur qui on peut compter en cas de situation, quelqu'un à qui on peut parler. Il faut vraiment voilà, développer les aptitudes pour être quelqu'un qui est toujours prêt à recevoir l'autre dans sa situation. Vous avez tellement placé le mot juste, développer des aptitudes. Ça suppose qu'on peut se rencontrer aujourd'hui sans que ces aptitudes ne soient déjà installées. Et c'est dans la même lancée que je dis, la vie de couple se construit au fil du temps. Lorsqu'on se retrouve avec une personne, par exemple, bavarde, comme nous l'avons dit, l'autre partenaire doit trouver aussi le moyen, les formules pour corriger. Parce que quand on se met ensemble, c'est aussi, comment dire, le creuset qui doit permettre à l'un ou l'autre d'agir sur les comportements ou les habitudes de l'autre pour le rendre meilleur. Parfois, c'est difficile. Non, c'est difficile, mais pas impossible. Moi, je le dis souvent, quand on est à deux, soit l'autre, tu arrives à convaincre l'autre à devenir ce que tu veux, ou c'est toi qui le suis. Bien sûr, mais il faut avoir la sagesse et les esprits clairs pour savoir quelle option nous faisons. Ce qui est sûr, quand on a atteint une certaine maturité, on arrive simplement à distinguer le bon grain de livret, à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Et comme vous le disiez, c'est pas facile.
Ce n'est pas facile de transformer l'autre parce qu'on dit il est difficile de redresser un bois sec tordu. Et dans Solora, Seydou Badian dira aussi le séjour dans l'eau ne transformera pas un tronc d'arbre en crocodile. Mais ce n'est pas pour autant dire que c'est impossible. Il faut toujours essayer. Et pour un homme, il ne faut jamais dire que tout est fini. Il y a toujours un levier à actionner pour changer en bien ce qui était mauvais. Et puis, qu'est-ce qu'on craint souvent en hésitant de se confier à son ou sa partenaire? Je pense que c'est deux choses. La première, qu'on perde la considération de cette personne-là. Et ça, c'est ce que nous disons. Lorsque vous perdez la considération, c'est que désormais, elle ne pourra plus se confier à vous. Mais ce qui fait plus mal, c'est la rupture. En fait, on craint la rupture. On craint qu'en parlant de ce sujet-là, en abordant ce sujet ou cette situation avec moi ou ma partenaire, demain, nous ne soyons plus ensemble. Mais je pense, et je reviens là-dessus, je pense qu'il faut toujours en parler. Quand on pense ou quand on a l'impression ou le sentiment d'avoir la bonne information ou de faire le bon pas, il faut toujours en parler parce que c'est quand on n'est pas encore allé ailleurs qu'on pense qu'ailleurs est mieux. C'est quand on n'est pas allé ailleurs qu'on pense qu'ailleurs est mieux. Là où vous êtes, on sait déjà la personne avec qui nous sommes, on connaît à peu près sa façon de se comporter, on connaît ses habitudes, on connaît sa personnalité. Il est plus aisé de gérer une personne avec qui vous êtes que la personne que vous ne connaissez pas du tout. D'accord. Merci beaucoup. À vous, c'est terminé. Oui. C'est incroyable. Oui, déjà. Le temps est vite passé. Merci beaucoup à vous, Eddy Camille Koto. On va vous laisser partir parce que vous devez participer à un salon de l'étudiant. Oui, voilà, vous êtes déjà presque en retard. On peut le dire, le salon de l'étudiant organisé par les autorités du 7e arrondissement de Cotonou. Je précise que ce salon est gratuit pour tous les bacheliers, les nouveaux bacheliers qui ont envie de choisir et de bien choisir leur filière. Voilà, pour une carrière professionnelle très riche. Il ne faut pas commettre l'erreur de choisir, de faire un choix par hasard. Et donc le salon va se tenir du 26, déjà aujourd'hui, ça commence aujourd'hui et ça va prendre fin le dimanche à la place de l'Étoile Rouge et il est totalement gratuit. La participation elle est gratuite pour tous les bacheliers, même les anciens étudiants. Ils peuvent s'y rendre. Qui voudraient réorienter leur choix universitaire. Et sur place, il est possible pour les bacheliers de venir avec leur relevé de notes, d'être, entretenus par les spécialistes en orientation scolaire et professionnelle pour savoir dans quel sens abonder dans le choix des filières. Oui. Merci beaucoup à vous, Eddy Camille Koto. On va vous laisser donc partir pour accomplir vos tâches de la journée. Merci également à vous, Olive Ousugwe et Jennifer Sativi, qui ont été énormes dans leur prise de position. On va se quitter. On vous souhaite bon week-end à vous, chers téléspectateurs, et on se retrouve dès lundi prochain à 7h pour une nouvelle semaine de votre magazine matinal La Parenthèse. Bon week-end.